que je dois déclarer ma ledger, comment éviter la flat tax. Les régulations sont nécessaires pour la stabilité du marché crypto. Joker. Il va falloir trouver un bon expert comptable, hein. Par contre, c'est 10 000 si t'es parti sur un compte à Hong Kong. Je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis. Par définition, il n'y a pas de responsable. Du coup, qu'est-ce qu'on risque si on déclare pas nos comptes crypto? Est-ce que c'est le même type de confiance? Ça s'appelle un paradis fiscal. Merci pour l'invitation, hein, messieurs. Avec Donc plaisir. moi, je suis le banquier crypto-friendly dans l'histoire. Donc ça sera plutôt Marina qui sera friendly, mais moi juste banquier crypto-friendly. Donc banque de Lubac, directeur régional pour le sud-ouest de la France, pour Toulouse, hein, comme vous pouvez l'entendre avec mon accent. Donc la banque de Lubac, hein, qui est une banque crypto-friendly depuis toujours. Bon, en quelques mots, nous, qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, deux choses, j'ai envie de dire. Premièrement, on ouvre des comptes en fiat pour les acteurs pour les entreprises de l'écosystème. Ok. Et puis, deuxièmement, un peu comme tout le monde, on est en train de déployer une offre d'exchange. Voilà un petit peu ce que je fais à la banque de Lubac. Même si j'ai plein d'autres sujets, je fais pas que de la crypto. Ce soir, je parle à titre professionnel et aussi personnel. Merci. Moi, je travaille au cabinet Alt Avocat, qui est un cabinet qui accompagne les acteurs qui travaillent dans la blockchain et plus généralement le Web3, parce qu'on va dire que les deux concepts sont un petit peu différents. Et pour ma part, donc, je n'interviens pas directement sur le fiscal, donc pas d'inquiétude. Moi, je m'occupe du droit des nouvelles technologies et du droit de la blockchain au cabinet. Voilà. Alors, Allez. vrai ou faux? Donc, question, faut répondre juste vrai ou faux, et on débat après de si vous êtes d'accord ou pas. Est-ce que j'ai un stylo par là? Est-ce que la régie pourrait m'envoyer un stylo si t'en as un par là? Je regarde sur quoi vous n'êtes pas d'accord. Donc c'est pas vrai ou faux dans le sens où il y a une réponse absolue, c'est plus Exact. pour connaître votre avis sur les questions. Ok? Qui commence? Parce que du coup on va faire vrai faux. Romain en premier. Allez, c'est Comme ça, parti. ça fait tic-tic. Ok, C'est parti. La blockchain va éliminer les fraudes bancaires. Blockchain va éliminer. Moi, je pense que les fraudes bancaires, voilà, il y en aura toujours. Ça existe depuis Hérode, hein, donc en tout cas, ce qui est positif pour moi, c'est que la blockchain, par essence, va quand même devrait à moyen long terme permettre d'en éviter au maximum. Traçabilité, etc., vérification. Donc, pour moi, ça va dans le bon sens, mais ça ne résoudra pas toutes les fraudes bancaires. Juste vrai ou faux? Ah, pardon. Donc, Après, on donc débat. faux. Juste Voilà. vrai ou faux et après on débat. Pardon, faux. Faux. Alors, moi, je dirais vrai à long terme. Ok. La blockchain garantit la confidentialité totale des utilisateurs. Faux. Les cryptos sont une menace pour la stabilité financière mondiale. Joker. Mes cryptos sont plus en sécurité sur un exchange décentralisé que sur un exchange centralisé. Faux. Pareil, ouais. La blockchain va rendre le système bancaire actuel obsolète. Vrai. Faux. Conflit d'intérêt, Joker. Les lois relatives aux cryptos en France sont trop excessives. C'est difficile, là. Moi, je vais dire Joker parce que c'est à la fois vrai et à la fois faux. Identifier les portefeuilles non custodiales des utilisateurs est une bonne idée. Vrai. Vrai. Dans le futur, j'aimerais recevoir mon salaire en crypto. Oui, pourquoi pas, Faux. vrai. Mauvaise idée. La volatilité du Bitcoin est un frein pour l'adoption majeure. En termes de moyens de paiement. Moi, j'aurais tendance à dire vrai. Oui, je suis d'accord. Sur le moyen de paiement, oui, puisqu'on aime la stabilité. Les influenceurs crypto sont une menace pour l'écosystème. Ça dépend lesquels. Plutôt vrai. Dans 10 ans, toutes les boîtes utiliseront la blockchain. Moi, je dis vrai. Moi, j'y crois. Les cryptos remplaceront les monnaies fiduciaires d'ici 20 ans. Moi, je dis vrai. 50, 100 ans. Les régulations sont nécessaires pour la stabilité du marché crypto. Vrai. Vrai. L'ETF Bitcoin est une bonne nouvelle pour la stabilité de l'écosystème. Vrai. Vrai. Le KYC, Know Your Customers, dans les échanges de crypto-monnaies, compromet la confidentialité des utilisateurs.
Bah oui, Oui, par oui, définition. oui, vrai. Oui, ouais. Les cryptos sont plus un outil d'investissement qu'un moyen d'échange. Faux. Ouais, faux, ça dépend. Ça dépend. Dom, c'est Dal, fait. c'est bon? Eh ben, on va pouvoir aborder du coup tous les sujets. Il y avait des sujets où ils n'étaient pas d'accord, Ouais, il me semble. j'en ai quelques-uns. Euh, Tu veux que j'y aille ou enfin? Bon, j'avais des questions, Allez, vas-y. assez générales. Vous pouvez répondre tous les deux. Quelle est la différence pour les gens qui souhaitent investir en crypto, d'investir soit dans une banque, un échange centralisé ou un échange décentralisé? Quelles vont être toutes les différences qu'on va retrouver en termes d'anonymat, de sécurité et vis-à-vis des impôts aussi peut-être, si vous avez si vous avez la réponse. Alors, vis-à-vis des impôts, je dirais qu'effectivement, quand on investit dans un échange décentralisé, par définition, on est moins traçable. Après, la vraie question, c'est est-ce qu'il y a que la taxation qui compte? Parce que s'il n'y a pas que ça qui compte, moi, j'ai par exemple au cabinet beaucoup de dossiers de gens en fait qui ont investi sur des protocoles décentralisés, soit directement, soit par l'intermédiaire de tiers qui en fait se sont avérés être des escrocs, hein, en fait. Et la vraie problématique qu'on a, c'est que sur les protocoles décentralisés, par définition, bah, il y a pas de responsable. Ouais. Et aujourd'hui, moi, je trouve qu'on se retrouve un peu dans un dilemme, mais qui est aussi provoqué par la société dans laquelle on vit et les utilisateurs du système, peut-être parce qu'on est encore dans un entre-deux, un petit peu dans ce paradigme. C'est-à-dire qu'on a des gens qui veulent nos régulations, nos impôts, nos taxes, mais quand ils perdent leur argent, ils veulent un responsable. Quand vous allez sur un protocole décentralisé, le responsable, c'est vous, c'est personne d'autre. Voilà. Est-ce qu'on n'empêche pas maintenant, du coup, des gens, il y a des gens qui ont envie d'être responsables et qui ont envie d'avoir cette responsabilité, mais est-ce qu'on les empêche pas maintenant aujourd'hui? Aujourd'hui, non, puisque la plupart des régulations, alors ça risque de changer, hein. Voilà. L'Union européenne, qui aime bien être très souveraine avec les États membres, commence à se poser la question de savoir si ça serait pas mal de réguler des protocoles décentralisés, tout vous dire. Mais après, aujourd'hui, la plupart des régulations qui existent, elles sont soit complètement taisantes sur les protocoles décentralisés, soit ça reste très minimal en termes de régulation. Ouais. Et du coup, la différence entre investir dans une banque et un échange centralisé, par exemple Binance, ça va être quoi la grosse différence? La grosse différence, c'est que vous avez, il y a une proba de FTX qui est plus faible quand même. Donc vous allez mettre votre argent à la BNP, à la banque de Lubac. Bon, la probabilité, la banque de Lubac existe depuis un siècle. Bon, FTX, voilà, ça existait depuis quelques années. Une banque, il y a quand même, c'est régulé. Vous devez avoir une licence bancaire. Vous avez des organes de contrôle qui s'appellent la CPR. Voilà, ça a strictement rien à voir, hein. Une banque, je sais pas, moi, j'ai un client, il dépose des cryptos chez moi. Il sait où sont mes bureaux, il peut aller toquer à ma porte en me demandant c'est quoi mon mot de passe, mais pourquoi t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Alors que sur un Binance, bon, Marina pourra en parler mieux que moi, on envoie des lettres où? Alors, non, alors ça, c'est plus vrai, parce que moi, j'ai eu le souci sur des dossiers. Non, je peux pas trop en parler. Avant, c'était très compliqué parce que quand on écrivait à Binance France, ils disaient qu'ils n'étaient En France? pas responsables de ce qui se passait en France. Mais du coup, étant donné qu'ils sont dans un processus d'autorisation auprès de l'AMF, ça, ils peuvent plus le faire. Mais là, du coup, avec ce nouveau règlement européen qui est en train de se mettre en place, là, qui va être effectif à la fin de l'année, ce qu'on appelle les PSAN, hein, donc les Ouais. prestataires de services sur Actifs numériques. crypto-actifs, en fait. VASP en anglais, parce qu'il faut, voilà. Alors, c'est CASP. CASP, pardon. Ouais. Du coup, vont être obligés de se mettre justement sur les mêmes normes que les établissements bancaires et financiers, notamment. Ils devront opérer une ségrégation entre leurs fonds propres et ceux des clients. Voilà, maintenant, c'est un agrément qui va être relativement compliqué à obtenir. C'est différent de la proof of reserve, ce qu'ils ont déjà fait depuis FTX. Ils ont une preuve comme quoi ils ont les fonds, mais par contre, c'est pas différencié, leurs fonds et les fonds des Ouais, non, là, utilisateurs, ça c'est va ça que tu vraiment dis? être complètement cloisonné. Ils vont devoir en justifier. Donc, effectivement, c'est autre chose. Je crois qu'il y avait une différence qui existait, tu me diras si je me trompe, justement, entre le PSAN et le CASP. Je crois que le PSAN, ça regarde ce qui rentre et ce qui sort de l'entreprise, alors que le CASP, ça regarde ce qui rentre, ce qui sort et ce qu'il y a dedans. C'est pas Non, ça? non, en fait, c'est la même chose. C'est simplement que le PSAN, c'était l'acronyme qui résultait de notre loi nationale Ok. en France. Et le CASP, c'est le règlement européen. Mais en fait, C'est la exactement. traduction en anglais. Oui, Ah, oui, ok, ouais, tout mais simplement. Coin, c'est exactement la même chose. Mais c'est sous la loi européenne, non?
C'est-à-dire? C'est Commonwealth ou c'est droit romain? Ah non, là, c'est droit de l'Union européenne, Ok, c'est-à-dire voilà, tous ok, les ok, États très bien. membres de l'Union européenne. MICA. Nous, voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Donc tu mettrais la banque en avant pour Mais en la fait, moi, confiance. je dirais que c'est complémentaire. Alors moi, j'ai envie de dire deux choses. Premièrement, c'est complémentaire. Je vais pas, moi, je vois plus tes parents, etc., qui auraient un certain âge, aller plutôt dans une banque s'ils veulent acheter du BTC. Toi, tu veux pas payer, tu veux moins de frais, etc. J'irai peut-être voilà, sur d'autres outils. Donc, je dirais que c'est complémentaire. Et encore une fois, je dirais aussi, deuxième point, que c'est une histoire de responsabilité des risques, risk-reward. Voilà, c'est toujours c'est ça la vie. Qu'est-ce que tu es prêt à prendre comme risque et la récompense que ça a. Donc, tu vas passer sur un exchange, c'est peut-être moins cher, mais avec un risque, une sécurité Mm. différente d'une banque. Voilà, Ouais, je comprends ce que veut dire c'est un Romain. C'est au arbitrage. niveau du service après-vente, ça n'a absolument rien à Mhm. voir. C'est-à-dire que Ok. quand on a un souci, on pourra beaucoup plus discuter avec sa banque, on est contre elle, dans certains cas, qu'avec un échange, même centralisé, c'est beaucoup plus compliqué. Tu veux faire du trading, bon, grosso Ouais. modo, voilà, faut plutôt aller voir vers un exchange. Et en ce qui concerne les néobanques, pour les gens qui investissent par exemple via Revolut, est-ce que c'est le même type de confiance ou ça laisse à désirer aussi Bon, les tout néobanques? ce qui est néobanque, fintech, je suis pas assez spécialiste pour vous dire, en termes de sécurité par rapport aux banques traditionnelles qui existent depuis, plusieurs siècles. Voilà, est-ce qu'elles sont plus sécures? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'en fait, voilà, l'expérience, encore une fois, ça rejoint des théories un petit peu philosophiques, hein, qu'on retrouve dans le Bitcoin, et cetera. Voilà, il y a moins de proba de faire, je pense, faillite si on existe depuis 200 ans que si on existe depuis 3 ans. Quand vous êtes une fintech, vous pouvez vous faire acheter. Quand vous êtes une fintech, voilà, les choses sont moins établies. Donc, je Je crois que ça s'appelle l'effet Lindon. Ou Lyndon, je sais pas comment on dit. Quelque chose qui existe depuis longtemps, il a encore plus de chances d'exister plus Ouais, longtemps. c'est ça, ouais. Donc, on a parlé brièvement de déclaration. Donc, comme tu dis, bon, sur une banque, c'est vous qui déclarez automatiquement vos clients ou c'est à eux de le faire? Si j'investis en crypto via une banque, parce que je sais que sur N26, etc., c'est à nous de le faire. Ouais. C'est pas fait automatiquement. sauf erreur de ma part, c'est toujours si c'est un particulier, une entreprise, et c'est toujours à eux de le faire. Et ça, je comprends pas ce Ouais, grave. concept, Ah dans non, le sens où ils sont déjà au courant, mais c'est quand même à nous oui, d'aller mais faire preuve de. oui, non, Chiant. mais on n'est pas dans les années 40, on n'est pas en 1940 en Puis il y a le France. secret Voilà. bancaire. Il y a le secret bancaire, et Voilà. puis quand tu déclares tes impôts, oui, alors tu me diras, ton entreprise peut faire fait la pré-enregistrement, voilà, Voilà. Ah ouais. mais in fine, c'est quand même toi. Je veux dire, je suis pas d'accord avec tout ce que tu dis parce que quand même, dans la crypto, on est pour la décentralisation, on est pour la responsabilité individuelle, on est plutôt sur des philosophies, voilà, assez libérales et de responsabilité. Et contre la centralisation, donc ça irait à l'encontre voilà, de l'essence même de la crypto. Mais la data, ils l'ont déjà. C'est ça en fait. Certes, Tu vois, c'est ça. voilà, est-ce que tu as envie que. Non, c'est sûr que non, moi, je suis Voilà, d'accord. mais donc ça reste. Ils nous Ouais. font reconfirmer les trucs qu'ils savent déjà. Ah oui, mais il faut. Du coup, qu'est-ce qu'on risque si on déclare pas nos comptes crypto comme ça, que ce soit des échanges centralisés ou dans une banque, une néobanque? Alors, je ne suis pas fiscaliste. Ce que Ouais. je dis est non contractuel. Ceci Clair. n'est pas une consultation juridique. De ce que j'en sais, on risque une amende. Alors, j'ai pas exactement le montant en tête. Après, depuis quelques années, il y a un dispositif qui a été mis en place par l'administration fiscale, c'est le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'on a le droit de se tromper si on régularise dans un temps déterminé. Là, moi, en ce moment, Mm. justement, j'ai mon associé qui, lui, du coup, s'occupe du droit fiscal au cabinet, qui est un peu submergé par les demandes de tous ceux qui n'ont pas fait leur déclaration sur les années précédentes, qui n'ont pas déclaré leur compte non plus et qui veulent bénéficier du droit à l'erreur. Donc c'est possible, mais c'est encadré dans un dispositif strict et effectivement, du coup, vous risquez des pénalités financières. Alors, il me semble. Dans le chat, il y a marqué 10 cas par compte non déclaré Ouais. et l'autre 750. Non, moi j'ai vu passer, c'est 1500 par contre non déclarés. Si ces acteurs-là ont des accords avec la France, par contre, c'est 10 000 si tu es parti sur un compte à Hong Kong, etc. Ouais, Qui n'ont pas d'accord avec la Ouais, France. mais si t'es à Hong Kong, est-ce qu'ils peuvent le savoir? C'est ça la question. Oui, bon. Juridiquement, Et juridiquement, c'est compliqué.
Ok. Ah, c'est un système déclaratif, hein, ça repose sur la bonne volonté du titulaire du compte. Maintenant, effectivement, pour aller récupérer Qui communique pas à la fois, c'est des Hong données Kong. financières à Hong Kong, ouais, effectivement, c'est compliqué. Vous vous rappelez de cette histoire sur l'arnaque à la taxe carbone? Ouais, avec Marco Mouli. Ouais, Il était à Hong Kong, lui? Hein? Il était à Hong Kong? Alors effectivement, à Hong Kong, je sais plus, mais il avait du coup fait tout son petit système sur un bon paquet de banques en Asie. Ok. Et le problème, c'est que quand les douanes judiciaires ont voulu du coup monter un dossier contre eux, ça a été extrêmement compliqué parce que les établissements bancaires là-bas ne voulaient donner absolument aucune information. Hmm. Donc, ouais. Au final, ils ont été obligés de le donner? Ou on sait pas? Non, il y a des Non, histoires comme ça non, de non, gens qui non. disent ouais, où Au est final, ils l'argent? n'ont jamais été obligés de les donner. Au final, ils ont été coincés pour une bête histoire de fraude en France, je crois. Les Du coup, banques? non, non, asiatiques? les escrocs. Ah, ok, les Non, escrocs. non, les banques, après, c'est leur régulation nationale, hein. Ok. Putain, c'est fou ça, hein. De se dire, non, on donnera pas. C'est- Ah, bah, ça- On s'imagine pas que c'est possible, quoi. Bah, ça s'appelle un paradis fiscal. ouais. Donc là, la question, ça concernait tout ce qui était centralisé. Maintenant, on en discutait un petit peu tout à l'heure en off, ce qui est décentralisé. Est-ce que je dois déclarer ma ledger? Est-ce que je dois déclarer un MetaMask, un Trust Wallet aujourd'hui en France? Alors, réponse non contractuelle. Pour moi, ce qui doit être déclaré, mais encore une fois, c'est sous réserve, hein, parce que c'est pas moi qui traite, je connais pas tous les textes. Ce sont les comptes qui sont détenus auprès des plateformes qui hébergent. Pour moi, Ledger n'est pas une plateforme qui héberge. Ledger est ce qu'on pourrait appeler un custodial technique. C'est-à-dire qu'en Ok. fait, il met en place une infrastructure technique, mais en fait, il ne conserve pas directement les actifs. En fait, vos actifs sont conservés sur votre clé. Votre clé, elle vous appartient. Tout ce que Ledger met en place, c'est un accès en lecture, C'est ça. en fait. Ouais. Donc pour moi, Ledger n'est pas concerné. Du coup, MetaMask n'est pas concerné non plus. Non plus. Trust Wallet, d'accord. Ouais, parce que en fait, c'est vous qui conservez en propre. C'est ça. Ok. Ok. Passe Ça- pas par un tiers, quoi. Bonne. Il y a- Intéressant. Ouais. Et non, il y a des gens qui disent, et si on a 0 sur le compte, est-ce que c'est aussi déclarer. considéré Ouais. comme de la fraude? Ah bah il faut de quand pas le même déclarer. déclarer, il faut déclarer tout compte, sous réserve, hein, tout compte ouvert, actif. Alors Actif, c'est vrai qu'on peut jouer sur la notion d'activité, effectivement. Si on est à 0, ouais, donc tout compte ouvert, actif ou clôturé dans l'année précédant la déclaration. À Donc, clôturer aussi? effectivement, ouais, ou clôturé aussi. Non, Donc je sais même effectivement, pas. si on est, mais même si on est à 0, du Ouais. coup, si on clôture le compte, on devra déclarer quand même, hein. Ok. Donc au final, on devra déclarer. Ok. Bon. Vous avez la réponse. Maintenant, en ce qui concerne, il y a peut-être des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Est-ce que c'est une bonne idée d'investir des bitcoins dans Bitcoin avec ma boîte? Peut-être. Alors moi, je pense que c'est... Alors, je vais Vous le pas... faites? Ouais, voilà, on le fait. Je vais pas parler de momentum, voilà, mais dans un objectif de diversification de la trésorerie, je trouve que c'est intéressant. Et puis si, voilà, là ici, on est entre passionnés, hein, si on croit aux cryptos, ma réponse est évidemment oui. Donc, vous pouvez diversifier votre trésorerie et investir dans du Bitcoin. Et nous, c'est ce qu'on propose à nos clients, voilà, dans des comptes en euros, en fiat. On leur propose, voilà, on est en train de leur proposer la possibilité de placer un petit peu cet argent sur des cryptos. Et d'avoir un compte Bitcoin chez vous, c'est possible? Ouais, voilà. Donc, Fou, ça. tu parles de momentum, c'est-à-dire que quand c'est le top fin du bull market, ou entre guillemets, hein, en essayant de définir une range, tu vas être moins... tes clients, tu vas leur dire non, peut-être attendez un peu. Quand c'est le bear market, tu vas plutôt les conseiller, ou tu t'occupes pas du tout de ça et le mec il veut des bitcoins, Oui, nous, on va pas te faire de conseils en investissement, ce sont des spécialistes. Voilà, nous, on reste neutre sur le sujet. On propose un service, point Voilà. final. Ok. J'y c'est possible. Chez nous, c'est possible. Et du coup, est-ce que c'est avantageux de passer par une boîte ou plus à titre perso? Ça va être quoi les grosses différences? Alors, est-ce que c'est avantageux? Je pourrais pas vraiment rentrer dans les détails parce que ça dépend de la situation de chacun, puis ça dépend du coup du régime d'imposition. Ça peut être plus avantageux, par exemple, si à titre personnel, vous touchez le RSA et que du coup, c'est pas avantageux pour vous de déclarer certains revenus si c'est par une société. Après, si vous passez par une société, il va falloir trouver un bon expert comptable, hein.
Un expert comptable qui soit bien chevronné pour en fait qualifier comptablement les opérations, parce que c'est pas toujours simple en pratique. Mais voilà, pourquoi pas. Parce que du coup, est-ce que ça reste du chiffre d'affaires que je dois déclarer ou ça part et c'est comme si ce blé, je l'avais dépensé entre guillemets en Alors, l'investissant? je ne suis pas fiscaliste. Ouais, Donc la réponse que je donne n'est pas à titre contractuel, mais pour moi, ce sont ce qu'on appelle des immobilisations. d'accord. C'est-à-dire que dans une Ouais. société, vous avez de l'actif, vous avez du passif, ça rentre pas dans le cadre du chiffre d'affaires, puisque c'est pas de la production Ouais. liée à l'exploitation, liée à l'activité. Mais par contre, ce sont des immobilisations, des produits financiers. Les valeurs Pourquoi pas. mobilières de placement, Ouais, comptablement, bah voilà, valeur je suis pas expert mobilière, peut-être comptable. pas, non, parce que du coup, on n'est pas sur de Non, la mais valeur pas mobilière, mais immobilière. Mobilière, c'est dans tous les sens, des actions, ouais, mais voilà. voilà, des produits Mmh. financiers, des Voilà, c'est ça. immobilisations, ouais. Au bilan, voilà. Je me permets 2 minutes. Tu peux me couper le bruit là? Il- le bruit de l'enceinte Faut qu'on baisser a. un peu les enceintes. Ouais. Désolé hein, parce qu'on a un bruit là depuis tout à l'heure. On Dans, peut- dans le C'est vrai que ça chat, fait un beat. Ouais, ça fait un. Ouais, elle là-bas, si tu peux ouais, baisser le juste le son. tourner, mais tourne-le un peu parce que sinon après on n'entendra plus rien Ouais. sur des vidéos. Moi, je vais le faire. Christophe Rocancourt a eu le même souci avec un compte à Hong Kong et il a rien eu. Bon ben, très bien. C'est quoi? Les gens, c'est pour un ami, vont rapatrier des grosses sommes sur leur compte bancaire fin 2024, milieu 2025 par exemple. Les banques françaises classiques peuvent-elles bloquer ces sommes? Pour quelle raison? Alors, est-ce que, ça c'est vrai que c'est une question qui allait arriver après, est-ce qu'il peut y avoir des saisies sur compte crypto-monnaie aujourd'hui via ta banque par exemple? Parce que je sais qu'il y a les, comment on appelle ça? Saisies, pas les saisies sur salaire, les saisies à un tiers détenteur. ATD, tout ça. Non, mais j'ai pas la réponse par rapport à ça. Moi, ce que je peux dire, c'est que les banques, malheureusement, de nos jours, les banques traditionnelles, elles font ce qu'elles veulent. Vous êtes tous confrontés à des sujets, vous faites des rapatriements d'exchange sur vos banques classiques et bah, parfois ça passe pas et vous n'avez pas d'explication. Donc, elles ont un pouvoir absolu. Nous, l'avantage chez nous, c'est que si un jour vous avez de l'argent qui vient d'un Binance, d'un Kraken, etc., on vous dira rien. Alors, au préalable, il y a eu évidemment une étude de compliance, de conformité, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi, mais nous, on est crypto-friendly et on acceptera toujours l'argent qui vient de ces plateformes-là. On ne posera pas de problème. Tu as des exemples de banques que tu déconseilles pour les gens qui font de la crypto, peut-être? Des Non, histoires que tu as non, entendues? je ne suis pas là pour faire en plus de la délation. Non, Voilà. Non, mais les gens, ils savent. Puis Hein, ça dépend à chaque fois du conseiller, c'est très Ouais, aléatoire. ça Je ne change peux pas après. dire, voilà. Après, vous regarderez sur Internet, j'ai des citations de CIO, de PDG de grandes banques françaises sur le Bitcoin, etc., là, qui me viennent à l'esprit, que je ne citerai pas, mais bon, voilà, j'ai donné déjà une réponse là. Voilà. Et en ce qui concerne un wallet décentralisé, est-ce que c'est possible de se le faire saisir par la justice, par exemple une ledger? Alors, bah, déjà, quand on veut saisir quelque chose, il faut savoir qui est le propriétaire. Je dirais dans l'absolu, si on arrive à faire le lien entre le propriétaire et l'adresse wallet, Et ça, pourquoi pas? faut le justifier. Ça a déjà été encadré, enfin, c'est déjà arrivé Non, par la alors loi? déjà, c'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'arriver à saisir des actifs sur des échanges centralisés. Ah ouais? Ouais. Ouais, ouais. Donc, bah, ouais, parce que du coup, déjà, il faut réussir à retrouver le détenteur, du portefeuille. Ensuite, il faut faire une réquisition judiciaire. Ensuite, il faut que les autorités judiciaires de l'État du siège social de la plateforme acceptent. Parce que du coup, c'est pas les autorités françaises, hein, qui les font, ce sont les autorités sur place. Donc ça dépend des accords de coopération pénale qu'on peut avoir entre les pays. On sait qu'il y a des pays qui sont pas du tout coopératifs. Ouais. Partant de là, alors sur un wallet décentralisé, Là, il n'y a pas du coup. Je sais pas être coopératif ou pas, il n'y a personne derrière, quoi. il y a personne Il y a derrière. que Donc toi. je dirais que Mmh. théoriquement, si le titulaire du portefeuille est assez idiot pour se laisser faire, pourquoi pas. Mais c'est vraiment de la théorie. En Ok. pratique, c'est autre chose. Ok. Bon, moi, je suis une boîte très crypto-friendly. Est-ce que je peux payer mes salariés en crypto en France aujourd'hui? Est-ce que ça se fait? Vous n'étiez pas d'accord. Tu as déjà vu des gens qui font ça?
Non. Mais Ça se fait pas. Un USDT au pire. Alors, premier problème. Après, on peut le contourner, mais comme c'est pas ma matière, je vais pas rentrer dans les détails. Un salaire, ça va être payé en devise. La devise officielle en France, c'est l'euro. Donc, de principe, on ne peut pas verser le salaire en euros. Par contre, on pourrait imaginer éventuellement des avantages. Bon, nous, ça, on l'a déjà Des vu. primes. Ou des primes, ouais. Des avantages en nature, par exemple, pour un salaire, comme un véhicule. Parce qu'en gros, un actif, un crypto-actif, au sens du droit français, c'est un bien meuble incorporel. Donc, il y a des biens meubles corporels, les voitures, il y a des biens meubles incorporels, les actifs numériques. Donc, on pourrait en attribuer à certains salariés, sous forme de gratification, de primes, ce qu'on veut. Mais en tant que salaire, vraiment salaire, ça, c'est pas possible. Et puis même, le problème, c'est que je trouve qu'on est déjà dans une situation aujourd'hui assez compliquée avec l'inflation. Donc un salaire en crypto-actifs, sur des crypto-actifs qui n'ont pas de cours officiel et donc par définition sont volatiles, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de salariés qui aimeraient vraiment que leur, salaire dépende uniquement de ça. Bah, je crois qu'au Salvador, ça les a sauvés un petit peu quand même. Ouais. Plutôt que de recevoir un truc qui Ah mais c'est fait... pas pareil parce que le Salvador, ils ont une monnaie officielle qui ne vaut Voilà, qui rien. voit rien. Voilà. Ouais. Donc Et ils n'étaient pas bancarisés. voilà. Et en complément aussi, intéressez-vous, moi ça m'intéresse beaucoup l'Argentine. Vous avez eu le nouveau président qui a autorisé... Les bolivars. alors non, pas les bolivars vénézuéliens, puisque je vais vous indiquer que sur la devise vénézuélienne, donc le peso vénézuélien, je crois, on a enlevé 14 zéros sur les billets de banque, hein, en parlant d'hyperinflation. Voilà. Mais donc il y a eu une loi qui est passée en Argentine disant que sur les contrats, on n'était plus obligé de les faire en monnaie officielle, mais on pouvait le faire comme avec du troc sous n'importe quelle forme. Donc, grosso modo, vous avez le droit en Argentine, sauf erreur de ma part, de signer un contrat avec quelqu'un et l'échange peut se faire entre N'importe quelle devise. voilà, non, pas de devise, du troc contre des vaches, par exemple. En Argentine, vous savez que c'est un pays très porté sur l'agro, voilà, sur du blé, tout est possible. Donc Crypto-monnaie. aussi en crypto. Voilà. Non, mais c'est ça, ce sont des pays qui n'ont plus confiance en leur propre monnaie, donc en fait, ils reviennent à une forme de troc. En France, du coup, ce serait possible. Si on n'a plus confiance en l'euro, la France pourrait légiférer sur ça. Ouais, après, bon, nous, on a quand même en France un système d'emprunt obligataire, des dettes d'État qui sont garanties. Donc en plus, on est dans un système européen. Qui nous protège énormément. Voilà, donc avant qu'on ait plus confiance en l'euro, bon, il faudra quand même qu'il se passe un certain nombre de choses. Pourquoi pas, hein, mais... Il nous protège sur quoi, par exemple, le droit européen? Alors, moi, je dirais les choses différemment. En fait, l'euro, pour la France, est un parapluie. Sans l'euro, la France aurait déjà dévissé à certains égards. Vous auriez l'OAT, hein, le bon du Trésor français, le 10 ans, qui sera à des niveaux probablement supérieurs. Vous avez vraiment un paratonnerre, voilà, grâce à l'euro. Regardez l'histoire un petit peu économique, hein, renseignez-vous. Le franc aurait été attaqué. Enfin là, c'est totalement dans la thématique économique actuelle. Quand vous avez les déficits budgétaires français qui dérapent, etc. Voilà, il n'y aurait pas l'euro, la situation serait bien plus grave. Donc, moi, mon point de vue personnel, c'est que en fait, l'euro retarde l'inéluctable. Ok, un pincement. Voilà, c'est un pansement, mais l'hémorragie continue. Nous sommes sur des monnaies, je pense, aujourd'hui, qui sont, certains les qualifient, à titre personnel, encore une fois, je suis d'accord, des monnaies dettes. Voilà, Ouais. donc un Pas jour ou plus l'autre, il infini. faudra payer l'addition. Alors, en France, depuis 200 ans, on n'a pas connu de, comment dire, de remise en cause profonde du système monétaire, mais au XVIIIe siècle, là encore une fois, intéressez-vous à l'histoire monétaire. Moi, en fait, ce que je tiens vraiment à dire, c'est qu'on a chacun son approche des cryptos, du Bitcoin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'approche monétaire, c'est l'approche historique, c'est l'approche économique. Pour revenir à ce que j'étais en train de dire, regardez au XVIIIe siècle, hein, le système de l'eau, le système des assignats, où les monnaies se sont effondrées, puisque vous aviez l'État qui, pour financer son train de vie, a émis de la planche à billets. Là, on est dans un système qui, à certains égards,
est assez similaire, mais bon, pour l'instant, voilà, encore une fois, l'Europe nous protège, mais voilà, il n'y aurait pas ces effets pervers du système monétaire actuel, la crypto serait peut-être moins prégnante aujourd'hui. Ça serait des heures de discussion, mais on va en parler de ça parce que ça m'intéresse. Dans le chat, il disait la France et l'Allemagne portent l'Europe à bout de bras. Qu'est-ce qu'il dit? La France et l'Allemagne portent l'Europe à l'Europe bout de bras. Alors moi, je dirais plutôt l'Allemagne porte l'Europe à bout de bras. Ah ouais? Regardez les chiffres macroéconomiques. Regardez la dette sur PIB en Allemagne et en France. On a le double quasiment. Ils sont à 60% de dette sur le PIB. Nous, je crois, on est à 110. On est quasiment au double. Donc non, c'est plutôt, ça a toujours été l'Allemagne. Il y a une citation, hein, je crois, je sais plus qui disait, hein, l'Allemagne est le cheval et nous, bon, on est soi-disant le jockey. Bon, moi j'ai envie de dire, on est rien du tout, mais bon, voilà. Regardez encore une fois, moi je suis sûr moi je crois que 1 et 1 font 2 et que 2 et 2 font 4. Je suis sûr du cartésianisme, hein, voilà, on est français. Regardez les chiffres macro de la France, regardez la dette de la France, l'endettement, la croissance économique, enfin voilà, vous comparez, les chiffres ne sont pas bons maintenant. Alors, on était plutôt entre Europe du Nord et Europe du Sud, moi j'ai envie de dire. Là, quand vous regardez les chiffres d'endettement, on est clairement Europe du Sud. Le Portugal maintenant fait mieux que nous. Je crois qu'il y a que l'Italie quasiment, hein, qui est pire que nous. Donc bon, moi toutes ces questions-là m'interrogent énormément. C'est ton secteur d'activité d'ailleurs. Oui. Ça te concerne directement. Mais d'ailleurs, on parlera de l'Allemagne. Ça fait partie d'une des news tout à l'heure. Parce que l'Allemagne, on a permis à l'Allemagne de garder son outil industriel. Ouais. Le prix de l'électricité, on se fait quand même. Avoir par le cheval. Je vais vous citer une citation, je crois que c'était Jacques Delors. Tous les Allemands ne croient pas en Dieu, mais tous les Allemands croient en la Bundesbank. Voilà. Il faut connaître encore, il faut s'intéresser à l'histoire. Il faut s'intéresser à ce qui s'est passé en Allemagne. Qu'est-ce qui, notamment, il n'y a pas que ça qui a amené le nazisme en Allemagne, l'hyperinflation dans les années 20, etc. Donc l'Allemagne a fait le choix, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, d'avoir une règle d'être vraiment dans la rationalité économique, de ne pas faire n'importe quoi. Vous aviez le Deutsche Mark, voilà, c'était la référence. Voilà. Donc les Allemands, c'est autre chose. Et en termes de... Ah non, on en parlera tout à l'heure. J'allais parler de crypto. Je veux juste rebondir sur le côté... Ouais, tu peux descendre un peu ton micro si tu veux. J'allais rebondir moi sur le côté du Bitcoin, parce que c'est ça que je trouve intéressant aussi. C'est que on n'est pas sur une monnaie fiduciaire du coup, si on catégorise comme monnaie, parce que pour le coup, Bitcoin est corrélé aux contraintes physiques d'énergie et de temps. Contrairement à l'euro qui ne l'est plus, on peut imprimer à l'infini, etc. Bitcoin, il faut du temps et de l'énergie pour en faire. Le temps des calculs, l'énergie, l'électricité des mineurs. Qui était à l'époque l'euro quand on était sur de la monnaie, justement fiduciaire, pas fiat, fiduciaire, où c'était avant les accords de Bretton Woods, on disait il faut avoir tant d'or pour baquer les trucs, parce que l'or, il faut du temps et de l'énergie pour l'extraire. Et du coup, là, on est passé à full virtuel. Et moi, c'est ce côté-là du Bitcoin que je trouve intéressant. Et je pense que c'était ça que tu voulais dire, le côté économique, peut-être. Oui, non, j'ai un peu laissé Marina, je sais pas. Mais, c'est toi l'expert sur ce sujet-là. Moi, en fait, c'est ce que, à titre encore une fois personnel, j'aime dans la crypto et dans le Bitcoin. C'est que moi, j'ai plutôt étudié donc l'économie, vous comprenez, donc je suis banquier. Et j'étais toujours plutôt à contre-courant. Quand on est jeune, on avait plutôt envie de dire, on est dans la contradiction. Donc moi, d'un point de vue économique, on m'a toujours plutôt seriné les idées keynésiennes, les idées étatistes. Et donc j'ai toujours eu un intérêt pour donc les idées plutôt libérales, pour les idées quantitativistes, voilà, pour les idées, en fait, au final, une approche assez mathématique, même si moi, je préfère l'approche historique à titre personnel. Et donc, en fait, quand j'avais 20 ans, moi, les auteurs qui m'intéressaient, c'était Friedman, c'était Hayek. Voilà, vous voyez très bien. Puis ensuite, aujourd'hui, j'approche de la quarantaine, j'ai laissé passer, voilà, j'ai plus fait d'économie. Et puis moi, le Bitcoin, tout ça, la crypto, ça a été pour moi un moyen de retrouver ces idées de jeunesse, ce centre d'intérêt-là. Et je suis très content d'avoir découvert et d'avoir travaillé le Bitcoin, certes sur le tard, hein, par rapport à Marina qui disait que ça faisait, voilà, depuis le milieu des années 2010, c'est ça, hein, que tu t'intéresses à ce sujet, peut-être, c'est ça?
Moi, c'est un peu Alors moi, je me suis intéressée au Bitcoin quand mon mari m'a dit, tu te rends compte, maintenant on peut acheter de la drogue avec du Bitcoin. Il y a, Ah il y a oui. beaucoup C'était de un petit gens. moment. Ouais, Il y ouais. a beaucoup de C'était gens en qui. 2013. Ouais, voilà, bon, 2013. J'étais toute jeune avocate. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Intéressant. Mais juridiquement, je m'y suis intéressée qu'un petit peu plus tard. Et donc moi ça m'a permis de retrouver voilà, ces idées que j'ai connues, ces théories économiques que j'ai connues dans ma jeunesse. Voilà. Le fait qu'on on ne peut pas manipuler la monnaie, on ne peut pas faire en permanence du quantitative easing, on ne peut pas faire de la planche à billets. Incensurable. Voilà, incensurable. Décentralisé, concurrence entre les monnaies, c'est ce qui différencie Hayek de Friedman d'ailleurs. Encore une fois, on retrouve les idées du 19e siècle. On parlait de l'État en or tout à l'heure. Voilà, que la monnaie, on ne peut pas la printer en permanence. Ah ouais. Donc la question, c'était. Non, mais c'est fait pour, hein, vous pouvez partir dans tous les sens. Toi, tu veux pas être payé en crypto, et toi, t'avais dit oui. Ça Ah non, moi, Recevoir un j'ai dit, salaire en j'ai dit, crypto faut surtout Ah non, toi, pas t'as- recevoir de salaire en crypto-monnaie. Ok. Des avantages en nature, ouais, qui viennent compléter le salaire, mais pas le salaire. Non, Pas pour aujourd'hui. il nous était pas d'accord, c'est les cryptos remplaceront les monnaies fiduciaires d'ici 20 ans. Enfin, du coup, fiat, pas fiduciaire. Oui, les monnaies fiat. On n'était pas d'accord sur le timing. Exactement. Ok. Mais t'avais dit 50 ans j'ai ou 100 apporté un élément de réponse. Moi, je pense que le système actuel va encore perdurer, puisqu'il y a des soupapes de sécurité, hein, c'est ce qu'on parlait, hein, d'un point de vue monétaire. Mais moi, je vous encourage aussi, suivez Alexandre Sachenko, etc. Il y a plein de gens qui ont des idées sur tout ça. Euh, euh, je pense voilà, à long terme, notre système fiat, il est inflationniste. L'inflation est toujours et partout un phénomène monétaire, Milton Friedman. On prime toujours. Ça rejoint aussi l'école du public choice, années 80 aux US, etc., cette théorie économique, où c'est le cycle électoral qui fait la politique économique. En fait, ce qui se passe, de mon point de vue, encore une fois, personnel, les gouvernements, voilà, en même temps, c'est pas de leur faute, hein, il y a une pression sociale, etc. Il faut qu'ils fassent des chèques en permanence. Ce n'est pas viable à long terme. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on prime de la monnaie, la banque centrale monétise la dette, et un jour ou l'autre, voilà, ça s'effondre. Je vous encourage aussi à suivre Yorick de Montbrine, voilà, tous ces gens-là qui phosphorent, et qui réfléchissent sur ces idées. Est-ce qu'on n'attend pas que les États-Unis fassent le premier pas? Est-ce que nous, on pourrait y aller en Europe, c'est-à-dire déclencher les MNBC, Les monnaies de banque centrale. les monnaies de banque centrale, avant les États-Unis, ou est-ce qu'on attend derrière Alors, toujours? moi, à titre personnel, pour moi, les MNBC sont je vois pas l'utilité. Voilà, pour moi, c'est des shitcoins, excusez-moi, mais Je suis d'accord. je vois pas du tout l'intérêt. Si, contrôle massif. Oui, voilà, si on C'est-à-dire veut, que le cash est useless aujourd'hui, on a envie de le. d'accord, mais je vois pas pourquoi toi, tu vas aller prendre de la MNBC. Tu as déjà ce qu'il faut, tu as déjà les euros. Quel est l'intérêt? En fait, je pense qu'au gouvernement, ils considèrent pas ça comme des crypto-monnaies, ils considèrent juste ça comme du cash numérique, quoi. Oui, tout à fait, Finalement. oui. Mais du coup, traçable. Et, Alors que le oui. cash. Et pas là, c'est avec, pas traçable. pas avec toute l'idée et tous les fondements que nous on connaît sur la décentralisation et la supply, etc. C'est juste histoire de matérialiser un billet de façon numérique, Non, quoi, c'est je la pense. monnaie électronique. Hein, Ça Ouais, existe voilà. déjà. Voilà, et ça a aussi un moyen de contrôler l'inflation, la déflation, comme sur une monnaie classique, ce qu'on ne peut programmable. pas faire du coup avec un crypto-actif Mm. protocolaire comme le Bitcoin par exemple. Donc eux, ils iraient plus sur cette solution-là plutôt que d'adopter un Bitcoin, un USDT ou Mais quelque chose. toujours se mettre à la place des autres. Un État, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à centraliser. Il Ah oui. décentralise, il perd son pouvoir. Donc évidemment, il est pour de la MNBC. Le Bitcoin, il n'a aucun pouvoir dessus. Ouais, par contre, moi je pense que sur un aspect protocolaire, les banques peuvent vraiment être intéressées. Alors à un moment, bon, j'ai plus trop suivi, je sais plus trop où ça en est, je crois que ça finit par capoter pour des raisons diverses et variées. Mais il y avait Ripple qui intéressait beaucoup les banques pour Ouais, bien mettre en sûr. place du coup les virements SEPA instantanés. Ouais. Qu'elles ont fini par mettre en place, mais ce qui est payant en fonction des banques. D'ailleurs, à mon avis, c'est surtout pour ça que ça a capoté avec Ripple. Tout ça pour dire qu'il y a aussi des aspects applicatifs protocolaires qui peuvent intéresser les banques parce qu'en fait, l'instantanéité du protocole pour le service client, c'est top.
Ouais, c'est clair. sur les Bien sûr. cryptoactifs, sur la blockchain, surtout en plus avec le Lightning Network. Alors là, c'est encore bluffant. Donc moi, je pense, peut-être contrairement à Romain, qu'elles vont y venir Mais il n'y a beaucoup pas plus besoin du rapidement que prévu. MNPC pour faire du paiement Ah non, instantané. mais là, ce sont Ouais. deux sujets Voilà, complètement on est différents. d'accord. On est Comment De toute ça d'accord. façon, le paiement instantané, alors, sauf erreur de ma part, ça devient obligatoire, je crois, incessamment sous peu. Ok. Et ça sera free. Aujourd'hui, vous payez, je crois, 1 Un euro. euro, hein, ouais. voilà. Ça dépend des fois. Bon. C'est aléatoire. En tout Disons cas, aujourd'hui. le sens de l'histoire est connu. Voilà. Mm. Donc, pour moi, j'ai envie de dire, c'est clos. C'est une histoire de quelques mois, Ok. Mais après, ça, c'est SEPA. certes. Alors que XRP, là où ils interviennent, c'est qu'aujourd'hui, si depuis la France, tu vas envoyer 500 millions d'euros en Russie, par quoi tu passes? Le samedi, ça passera pas. Le dimanche, ça Déjà, passera t'as pas. Le lundi, ça passera 54 de pas. frais d'avocat. 500 millions, ils vont te dire qu'il faut un mois avant de les trouver, etc., etc. Donc, c'est là où XRP arrivait avec une solution où de manière transfrontalière, tu pouvais Mondial. envoyer. Non, mais ça, c'est beaucoup trop, pour moi, compliqué et utopique. Chaque État a. Voilà. Non, mais a elles font comment les boîtes? Peut-être pas au niveau État, mais les boîtes aujourd'hui qui font des deals à ces hauteurs-là d'argent, comment ils s'envoient? Alors, ils passent par le SWIFT. Ils Oui, passent voilà. par le Alors, dollar, il y a passent par- plusieurs façons. Nous aussi, on est une banque très spécialisée sur des sujets internationaux. On intervient dans des pays, on est en capacité, sous certaines conditions, évidemment, à faire des opérations bancaires, des virements dans quasiment tous les pays du monde. Quasiment tous les pays du monde. Euh, en- Mais ça prend du temps et ça ça coûte prend- cher. Exactement. Mais voilà, c'est logique. Sur certains pays, vous avez des embargos, il y a des lois à respecter, il faut vérifier, il faut contrôler. Donc voilà, il n'y a pas que le SWIFT, il y a plusieurs canaux. Voilà, c'est assez complexe, hein, c'est du jargon bancaire. Même moi-même, je ne serais pas assez spécialiste pour tout vous expliquer. Mais voilà, pour moi, il y aura toujours. On pourra essayer d'améliorer les choses, mais il y aura toujours cette problématique-là. Ok. Alors, donc les lois trop excessives en France, vous avez tous les deux répondu non, il me semble. C'était les impôts sur les cryptos sont trop élevés. Il y a les deux, ouais. Alors, on commence par laquelle? Les impôts sur les impôts Vas-y. sur les cryptos sont trop élevés. Alors moi, je trouve que globalement, en France, les impôts sont trop élevés. Merci. Il n'y a pas que pour les Merci. cryptos. Alors, attends, je suis désolé parce qu'encore une fois, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Il n'y a pas de souci. Dans le débat actuel aujourd'hui, moi, je pose un postulat. La France a le record du monde des pays de l'OCDE, des pays capitalistes, en termes de prélèvements obligatoires. Qu'est-ce que c'est la définition des prélèvements obligatoires? Encore une fois, vous travaillez, vos cours, etc. Hein, c'est impôts plus charges, plus les charges sociales. D'accord? On est, sauf erreur de ma part, on est autour de 45-46% du PIB. Ok, on a 57% de la dépense publique aussi par rapport au PIB. Tout ça, on est numéro 1. Donc, par définition, de facto, j'ai envie de dire, oui, si on est déjà les derniers de la classe, c'est trop élevé. Moi quand j'entends, encore une fois, je m'exprime à titre personnel. Quand j'entends dans le débat public, il n'y a qu'à augmenter les impôts. Moi, ça me fait penser, c'est comme si à l'école, si tu veux, tu as déjà 2 ou 3 sur 20. On te dit, ben non, mais il faut que tu aies 1 sur 20. Quoi. Enfin, tu es déjà le cancre. Non, mais à un moment, il faut arrêter. On serait dans une moyenne européenne, pourquoi pas? Mais on est déjà au max. Donc, à moins qu'on décide, mais il n'y a pas de problème, qu'on décide de changer de système. Voilà, avec l'histoire à montré ce qui se passait. Pardon. Non, mais T'es pas ça d'accord? tenait à cœur, c'est Alors important. du coup, c'est Je suis quoi déjà d'accord. la question? Sur le niveau des prélèvements obligatoires en France. Ah oui, bah moi, Parce que l'imposition sur les cryptos est trop élevée aujourd'hui mais en bien France. sûr, mais c'est trop élevé sur tout, pas que sur les cryptoactifs. Moi, de ce que j'ai compris, alors je suis pas spécialiste de ça aussi, c'est que ils devaient trouver rapidement une solution. Ils se sont dit, il y a quelque chose qui existe, c'est l'impôt sur la plus-value, et on va coller ça aux cryptos, mais finalement, c'est pas du tout adapté. Et on l'avait vu pour les gens qui commençaient à utiliser leur Binance Card pour aller acheter du Ouais. pain, tu peux pas taper 30% à chaque fois que tu sors acheter une baguette. Donc, est-ce que c'est par manque ils n'avaient pas le temps de trouver une loi, ils nous ont collé ça? Du coup, tu payes 30% plus la TVA de 20. Ouais. Ça pourrait être pire. Hein. Bah, déjà, il faut savoir que quand on met en place un impôt, il faut mettre en place une assiette. C'est-à-dire? Bah, l'assiette de l'impôt, c'est ce sur quoi vous allez être imposé. Alors là, déjà, quand je vois la complexité pour la flat tax de la formule de calcul de l'assiette,
Ou alors je l'ai plus exactement en tête, mais en gros, il faut prendre chaque actif, séparément, puis en fait le rationaliser par rapport à la valeur globale du portefeuille. Un BIN, c'est pas possible. Moi, je pense qu'ils sont globalement allés au plus simple de ce qu'ils étaient en mesure, De faire. de capter, de faire et de comprendre. Puis il y a des volontés politiques aussi derrière, c'est-à-dire qu'on a supprimé, certains impôts Mmh. et on les a, replacés sur des impôts sur le capital. Mmh. Voilà. Et puis moi, en complément aussi, moi je pense toujours aussi, il n'y a aucun problème pour que je sois taxé, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Ouais, tout à fait. Quels sont les résultats? Posez-vous aussi ces questions-là. On voudrait c'est la note. Voilà. Vous avez fait quoi Euh, Ouais, avec? parce qu'on dépense beaucoup, Voilà, on on a dépense beaucoup. énormément de dépenses publiques et on Voilà, a effectivement des contributions générales, hein, donc c'est-à-dire ce qu'on demande aux citoyens, vous, voilà. toi, moi, sont énormes. Quels sont les résultats de cette dépense publique? Quand Ouais. on voit l'état Qu'est-ce que des vous services pensez? publics, Voilà. Qu'est-ce que vous pensez du système éducatif en France? Qu'est-ce que vous pensez du système de santé en France? Est-ce que vous trouvez qu'il marche bien? Voilà. C'est là où tu penses qu'on pourrait, il y a beaucoup de gens qui l'ont proposé, utiliser la blockchain pour avoir un suivi de ces dépenses publiques, par exemple, ce serait une bonne idée. Ils le feront pas, hein, mais Ouais. Oui, peut-être, je me suis jamais posé cette question. moi je suis toujours pour plus de transparence. Tout à fait. avec une DAO où on dit voilà, nous on veut Ah, injecter tant dans l'école publique. Ça, c'est le système. La DAO, c'est le système démocratique suisse. Voilà, mais Après, vrai. est-ce que la France est vraiment prête, pour les DAO? Moi, je me suis toujours posé la question parce Ouais. que, une vraie démocratie, ça fonctionne pas toujours quand on n'a pas des représentants qui représentent le peuple, hein. D'accord. non, mais c'est un débat très philosophique et politique, voilà. Du coup, est-ce que vous avez des exemples, peut-être en Europe, de pays qui sont un peu moins excessifs sur les impôts ou qui sont très crypto-friendly? Alors, tu Portugal. parlais du Portugal, mais je pense que le Portugal fait un peu machine Non, arrière j'ai aussi. pas, je parlais du Portugal sur l'endettement. Où Ouais. Là, vous avez Oui, c'est vrai. depuis quelques années, d'ailleurs, alors, vous voyez, c'est indépendant vraiment de la couleur politique, hein. Le Portugal a eu une amélioration significative en termes de, voilà, de macroéconomique, hein, c'est grâce à la croissance, certes, mais ils ont réduit massivement leur dette sur PIB et leur endettement. C'est un pays d'Europe du Sud qui a un surplus budgétaire. En France, Putain. tous ici, depuis que nous sommes nés, on n'a jamais connu Un surplus. un surplus. Enfin, je sais pas si. Mm. C'est comme si je vous disais, depuis que vous êtes né, vous êtes à découvert à la banque. Alors, en tant que banquier, je peux vous dire, ça ferait longtemps que je pense que vous auriez des problèmes avec votre banque, hein. Bon, voilà. Nous, bon, les États, certes, c'est différent. Mais non, pour répondre à ta question, c'est encore une fois, voilà, vous renseignez, c'est très simple. Prenez les chiffres. Comme disait Lénine, les chiffres sont têtus, hein. Donc, regardez qui a les ratios d'endettement les plus faibles en Europe. Donc, vous avez l'Allemagne. En plus, vous avez une loi constitutionnelle qui est en Allemagne qui apporte un frein à l'endettement. Alors là, il y a un débat parce que par rapport à la transition énergétique, ils veulent, puis c'est des histoires aussi de coalition politique, ils veulent le réformer. Bon, peu importe, on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais globalement, les pays en Europe qui ont des chiffres en termes d'endettement qui sont acceptables, qui respecteraient les critères de Maastricht, comme on dit, hein. Voilà, vous avez l'Allemagne qui est pas mal. Après, vous avez toujours quelques exceptions. Je crois que peut-être il y a la Hollande, c'est ce qu'on appelle les pays frugaux. Vous voyez, souvent, c'est des pays d'Europe du Nord, hein. La Hollande qui a des bons chiffres. Voilà, il y en a assez peu. Les pires, bon, c'est les Italiens, les Français, les Espagnols. Voilà un petit peu. Bon. Et la C'était- Suisse? Bon, c'est pas dans Oui, l'Europe. mais c'est pas dans l'UE. Voilà. Bon. C'était surtout où il fait bon vivre quand on a des cryptos, où on Et travaille en termes de dans la crypto. fiscalité, voilà, c'est des pays où vous avez peu de fiscalité. En Europe, encore une fois, vous prenez le taux de prélèvement obligatoire, vous tapez classement prélèvement obligatoire en Europe et vous aurez, alors c'est pas dans l'UE, mais de façon assez classique et historique, vous allez avoir le UK, vous allez avoir la Suisse qui n'est pas aussi dans l'UE, vous allez avoir, je pense, les Pays-Bas, qu'est-ce que vous auriez d'autre? Enfin bon, souvent les pays, c'est intéressant, les pays d'Europe de l'Est, hein, les pays d'Europe centrale, la Pologne, etc. Vous savez, ces pays qui sont sortis du communisme et qui, enfin, entre guillemets, sont repartis un peu à zéro au début des années 90. Donc, ils n'avaient pas cet historique déjà de dette, etc., qui était certes d'une moindre mesure qu'on pouvait avoir, nous, à l'Europe de l'Ouest, et qui aussi, je pense, par rapport à ce qu'ils ont vécu historiquement,
se sont aussi peut-être un peu plus méfiés que nous de l'intervention étatique et des méfaits et des, comment dire, des effets, des externalités négatives de l'État-providence. Donc la Pologne, je pense, mais bon voilà, les pays d'Europe centrale, hein, la Estonie? Tchéquie, l'Estonie, les pays baltes, tout à fait, qui sont certains pays très crypto-friendly, où vous avez le digital qui est très présent. Donc voilà, plus vous allez à l'Est, je pense, plus vous trouverez votre salut. J'ai C'est une On- paradoxal hein, par rapport à ce qui Mm. s'est passé il y a 50 Mm. ans. Ouais, tout à fait. J'ai une anecdote sur ça avec l'Islande et je crois la crise des subprimes, etc. Ah, c'était violent là-bas. Hein. Ah ouais, et du coup, je crois que c'est le seul pays d'Europe qui dit: «Non, mais nous, on met les banquiers en tôle, on va rien rembourser du tout». Oui, ils sont pas endettés, eux, parce qu'ils ont rien remboursé. Bon, ça leur a valu d'être sur la liste des pays terroristes, je crois, par UK, et cetera, pendant 1 an, et voilà. Non, mais Ils ont pas de dette. pourquoi pas? Après, comment dire? Il faut être aussi. C'est pas un pays qui est comparable. Oui, Voilà, il y petit, a, y a il y a- je personne. sais plus, il y a peut-être moins de 500 000 habitants en Islande. C'est pas Je voilà. crois que c'est 200 000 par là. Ouais, 300 j'aurais dit, mais bon, peu importe. Voilà, c'est pas comparable. Non, mais ouais, juste une Mais anecdote intéressante. voilà, oui. On va en Estonie d'ailleurs demain pour la Banana Conf. Ouais. Voilà. Il y a conférence sur les NFT et tout, donc c'est vrai qu'ils sont assez crypto-friendly de ce que j'ai entendu. Et toi, Marina, si tu devais déménager en Europe pour ton activité professionnelle et plus particulièrement Les cryptos. dans un lieu crypto-friendly, qu'est-ce que tu choisirais en Europe? Alors moi, si je vais déménager, ce sera en Andorre, J'allais dire ça parce aussi. que Hein. j'aime bien le ski. Voilà, pareil. Et Après, tu as rien à c'est à faire. côté de chez nous. Ouais. Mais à part le ski, après l'été, randonnée, quoi. Faut aimer la rando. Ouais, et C'est puis on est, Ça a l'air très cool. on est proche de la Méditerranée. Enfin, géographiquement, c'est bien placé. C'est une culture qui est proche de la nôtre. C'est une langue latine. Enfin, c'est quand même facile de s'intégrer. Il y a aussi la vie personnelle qui compte. Hein, donc, Bien sûr. Et une question, qui finance tous ces pays, pour toi, Romain? Je sais pas, j'imagine les pays où c'est pas taxé. je comprends pas bien la question. Qui finance Ouais, tous Je ces sais pas. pays. Je sais pas non plus. Qui le dieu qui le dieu Europe? Bon, c'est difficile de prendre les Ouais. commentaires sans les contexte banques comme ça. centrales. Les banques Voilà. Les centrales. banques centrales financent les pays. C'était la réponse. Moi, je pense, Ouais. ouais, moi, j'aurais dit ça. Maintenant, petite question un peu. On a le temps encore, non? C'est quelle heure? Oui, vas-y. Petite question un peu juridique aussi. Que se passe-t-il si je me fais voler mes cryptos? Voilà, j'ai voulu avoir un wallet non custodial. Donc, du coup, que se passe-t-il si je me fais arnaquer? Est-ce qu'il y a des recours possibles aujourd'hui? Alors, déjà, il faut déposer plainte. Non pas parce que vous pouvez espérer récupérer les fonds, hein, parce qu'en général, je vais pas faire de suspense. Globalement, dans 90% des cas, c'est dead. Mais par contre, dans le cadre d'arnaque, il faut faire attention parce que, alors ça dépend des protocoles, ça dépend des intermédiaires, mais on peut vous demander des documents d'identité. Hmm. Carte d'identité, justificatif de domicile, etc., etc. Et en fait, ces documents, ils peuvent être utilisés sur le dark web pour monter des sociétés écrans qui vont elles-mêmes servir dans le cadre d'autres escroqueries, Sans Ouais. qu'on soit au courant. sans que vous soyez au courant jusqu'à ce que ça ressorte. Ok, super. Donc c'est bien de le préciser dans le dépôt de plainte. J'ai remis ma pièce d'identité, j'ai remis mon Ah, avis d'imposition. pour se protéger ouais, vis-à-vis de ça, parce que Et sinon. ouais, voilà. Ok, Sinon après, qu'est-ce qu'on peut faire à part ça? Pas pas grand-chose. grand-chose. C'est-à-dire que la vraie problématique, c'est que vos actifs numériques se sont déplacés d'un wallet à un autre. Donc déjà, il faudrait arriver à savoir à qui appartient le wallet où les actifs ont été transférés. Déjà, ça, c'est un premier point compliqué. Cela étant, on a aujourd'hui en France des services de départements cyber qui sont quand même assez à la pointe sur ce type de technologie. Mais en fait, ils se heurtent à une difficulté, c'est qu'une fois qu'ils ont retrouvé le wallet de destination des fonds et à la rigueur qui sont remontés jusqu'à l'auteur, et encore ça c'est vachement compliqué, Pour la clé privée. en fait non, ils en ont pas besoin parce qu'en Ok. fait tout ce qu'ils peuvent faire ce sont des réquisitions judiciaires. Ok. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont demander c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, aux autorités judiciaires de l'État dans lequel où est hébergé en fait en gros le wallet, d'agir. Et s'il n'y a pas d'accord de coopération pénale, on est marron. Après, il y a des recours qui sont possibles, désolé Romain, contre les intermédiaires financiers.
C'est-à-dire que si par exemple, vous avez fait des virements, votre compte bancaire à partir d'une plateforme frauduleuse ou d'un protocole décentralisé qui au final s'avérait être un scam, etc. Bah, la banque, établissement financier en général, hein, mais en général on a ses comptes dans une banque, doit vous demander des justificatifs. C'est-à-dire qu'elle doit normalement, si elle considère que c'est une opération qui est anormale par rapport à l'usage habituel du compte, elle doit vous demander quel est l'objet économique de l'opération, à quoi elle sert, qui est le bénéficiaire des fonds. Voilà. En général, quand la banque le fait, elle est en mesure de déterminer, parce qu'elle est quand même mieux au fait que ses clients, s'il y a une fraude ou pas. Dans ces cas-là, elle doit alerter le client. Si elle alerte le client nécessairement, il n'investit pas. Ok. Et donc, dans ces cas-là, on peut engager leur responsabilité. Donc ça, c'est dans le cas où il y a eu directement de ma banque vers une plateforme frauduleuse. Mais dans le cas où j'ai de ma banque, j'ai acheté des bitcoins et ces bitcoins, je les ai mis dans quelque chose de frauduleux, on va avoir du mal à venir taper sur les doigts de Romain. C'est ça? Théoriquement, on pourrait reprocher à la banque parce que du coup, il y a un premier mouvement. Du coup, Ouais. c'est la conversion fiat crypto. Ou si c'est précisé dans le virement que c'est à destination d'une plateforme crypto, les cryptoactifs étant par nature des produits favorisant l'anonymat, au sens de la compliance, comme disait Romain tout à l'heure, la banque est censée demander des infos. Simplement, le préjudice au bout de la chaîne, il est indirect. Ouais. Avec le lien de causalité en Bien fait sûr. entre la faute de la banque et le préjudice en bout de chaîne, il est trop indirect. On peut tenter, mais ça marchera pas nécessairement. Ça t'est déjà arrivé peut-être? Non, je crois pas. Moi, ma réponse, c'est en fait, il faut être cohérent. On peut pas prôner la décentralisation et la responsabilité individuelle et dire c'est de la faute des autres. Voilà, simplement. Donc Je à suis partir d'accord. de là, vous êtes maître de vous-même. Vous mettez, voilà, vous mettez l'argent, vous savez où vous mettez l'argent, etc. C'est ce qu'on disait en préambule, hein. Risque, reward, etc. Faut aller chez des tiers de confiance. Il faut faire une recherche, une étude. Voilà, il y a du travail derrière. Donc, c'est de votre faute. Voilà, ça s'appelle la responsabilité individuelle. Après, le tiers de confiance, il va vous demander des justificatifs, il va vous embêter, mais derrière, il y a une vraie entité responsable. Une question du chat qui est intéressante. Si on fait du trading, etc., à quel moment on est professionnel, à quel moment on reste personnel? Il y a beaucoup de questions fiscales hein, ce soir. Désolé. C'est compliqué de répondre pour une raison très simple, c'est qu'en général, ça se traite au cas par cas. Ok. Alors, encore une fois, ceci n'est pas contractuel. Mais ça va dépendre de la multiplicité des opérations, ça va dépendre si c'est la source de revenus, ça va dépendre de si c'est la source principale de revenus ou accessoire, ça va dépendre de tout un ensemble de facteurs qu'on va examiner au cas par cas. Il n'y a pas de cas d'école en fait. Ça dépend du contrôleur, Anaïs, dans le chat. Oui, ça peut dépendre du contrôleur, puis Aussi. ça dépend aussi de la compréhension du contrôleur de Ouais. ce que sont des cryptoactifs, ça c'est encore autre Ok, il y a chose. plein de paramètres, quoi. Moi, je l'ai vu, Voilà. je l'ai vu passer et exactement, c'est la multiplication, le nombre de transactions et aussi la complexité Des opérations. des opérations. C'est-à-dire qu'un mec qui fait de l'arbitrage, Voilà. du levier, du machin, on considère que c'est un bon et qu'il sait ce qu'il fait. Des Mais options, tout ça, le voilà. type, c'est un professionnel Peut-être pour qu'il fait maîtriser ça au des pif, il options. appuie sur des boutons, il Oui. sait pas, il ferme les yeux. S'il gagne, il est bon quand même. Ouais, ouais. De toute façon, Ok. c'est en fonction de combien vous allez gagner d'argent aussi. Voilà. Combien il y a à venir vous taxer et considérant que vous êtes professionnel ou. Il y a déjà des jurisprudences sur ça? Ou c'est trop tôt encore? Alors sur le trading, non. Mais Ok. par contre, sur la qualification BNC, BIC, fait Ouais. bénéfices non commerciaux, bénéfices industriels et Donc commerciaux, via les oui. entreprises? Ouais, il y en a déjà. Ok. Mais après, c'est vraiment du cas par cas. Puis c'est compliqué parce que le trading de cryptoactifs, c'est vraiment à part. Ouais. En Ouais. fait, c'est un nouveau truc, quoi. C'est ça. Bon. En Belgique, ils appelaient ça bon père de famille. Requalifié en bon père de famille. Soit ou- t'es bon père de famille, soit Soit t'es t'es professionnel. professionnel. Voilà. Et en Amérique, c'est quoi, je crois? En Amérique, dans tous les cas, si tu trades, t'es pro. Pas ça sur Non, Coinbase? ça je sais pas. Aux Ok. States, j'en ai aucune idée. Si vous savez dans le chat, n'hésitez pas à le dire. Comment vous voyez les lois et la régulation évoluer d'ici 5 ans sur le paysage français pour les gens qui investissent à titre personnel dans la crypto? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer? Moi, déjà, j'ai envie de dire, on va commencer par le passé.
Il y a eu la loi Pacte, hein, donc 2019, qui était dans le bon sens, puisqu'on était du même avis, hein. Nous, tu me contrediras, hein, Marina, si je Je dis sais des pas, erreurs, dis-moi. mais si Ouais. voilà. Si, Je te dirai après. Si, on est d'accord, hein, rappelle-toi. On était d'accord. on est d'accord qu'on est pour la régulation, voilà. Il y a un cadre, Oui, mais régulation proportionnée et mesurée. tout à fait, Voilà, si on peut comme nuancer. voilà. Et donc cette loi Pacte, quand même, ça a permis d'établir un cadre. Et pour moi, la régulation peut être positive puisque ça crée quand même une stabilité, ça a créé des règles et un écosystème a besoin aussi de cela pour s'épanouir. Si vous êtes dans un Far West permanent, si vous avez des FTX, des Luna tous les jours, c'est pas bon pour l'écosystème. Donc, qu'il y ait un cadre réglementaire basique, des lois générales, je pense que c'est une bonne chose. Donc, il y a déjà des choses qui ont été faites avec la loi Pacte. Comme Marina l'a dit, il y a Mika qui est aussi en train de se mettre en place. Donc, petit à petit, il y a déjà voilà, des choses, des choses qui sont en train de se construire. Donc, je sais pas ce qui va se passer dans 5 ans, mais il y a déjà des choses qui existent aujourd'hui. Donc, je pense qu'on Ça va dans le bon sens, selon toi? voilà, ça va ça va dans le bon sens. Et je pense, si vous voulez, que c'est pas pour rien que les grands acteurs que vous connaissez ont décidé ont choisi Paris comme headquarter sur l'Europe, les Binance, etc. Parce qu'en France, il y a quand même sur les cryptos un cadre, une stabilité, c'est plutôt rassurant. Ils sont tous à Paris, ils sont pas à Madrid, Rome, etc. Donc, On est des précurseurs parce qu'en Europe, on était les seuls à avoir mis en place vraiment un régime d'encadrement a priori, hein, c'est-à-dire Étonnant. que pour exercer. Oui, mais c'est peut-être étonnant, mais du coup, ça crée un avantage concurrentiel parce que ceux qui sont déjà régulés en France, au final, la marche pour eux à franchir pour passer le barrage MiCA, donc ce moindre. fameux passeport européen, Mmh. eh ben, elle sera moindre. Et donc, ça leur donne un avantage concurrentiel. absolument. Et puis, je dirais aussi au-delà, faut pas oublier que la régulation, ça crée de la valeur. Je donne un exemple tout con, les NFT. Les NFT, à un moment, tout le monde ne jurait que par les NFT. Les NFT, c'était génial, on investissait dans les NFT. Puis il y a tout un tas de projets à la con là, qui sont arrivés. Et au final, on s'est rendu compte que derrière un NFT, dans un NFT, on pouvait encapsuler à peu près tout et n'importe quoi. Ouais. Et qu'il y avait plein de NFT qui n'avaient absolument aucune valeur. Ben, on vient apporter un peu de cadre à tout ça, on vient apporter un peu de régulation. Ben, au moins, ça permet de trier le bon grain de livret, hein, comme on dit. C'est-à-dire, on voit concrètement quels sont les projets qui sont vraiment fiables, ceux qui sont prêts à se mettre dans le moule de la conformité. Et puis, on voit ceux derrière lesquels, en fait, il n'y avait rien. C'est une coquille vide. Et ceux-là, eh ben, ils vont disparaître. Voilà. Et puis la régulation qu'il y a aujourd'hui, c'est pas une régulation sur les cryptos qui est intrusive, c'est juste des cadres, c'est des lois générales. C'est pour protéger l'épargnant. Ça concerne plutôt les acteurs. C'est pas le particulier. Là, on est vraiment sur des entreprises établies. Donc je vois pas en quoi ça, voilà, en quoi ça serait gênant, quoi. Alors moi, pour rebondir sur ça, comme tu dis, oui, on a ouvert un headquarter à Paris. Ça, je voyais plus comme un move marketing. Mais finalement, les mecs, ils ont des holdings à Zug. Enfin, les vrais mecs qui font du blé, ils restent quand même assez éloignés de la France, hein. Alors Est-ce qu'on a un j'étais gros sur les exchange en ouais. France, par exemple? Pourquoi on n'a pas d'exchange en France? À un moment, on avait Pemium. Ils Ouais. sont toujours là, mais Voilà. Voilà. est-ce que c'est plus un vraiment exchange. est-ce que c'est vraiment un exchange ou C'est pour c'est... ça que j'ai employé le passé parce que je sais pas s'ils se portent très bien. Hmm. Mais en tout cas, ils sont là. Ouais, ouais. Après, tout ce Voilà. qui est blockchain, Solana, Arbitrum, etc., eux, ils sont tous en Suisse. Enfin, voilà, on n'a Ouais, pas Tezos aussi. Tezos, tout le monde, on n'a pas des... Où sont les gros, quoi? Où sont les gros, quoi, Pas en France. finalement? Alors, vous avez peut-être Pas pas en Europe. vous êtes pas l'actionnaire est peut-être pas français, mais vous avez des équipes en France à Paris. Oui, mais ça, c'est marketing. C'est Oui, pour mais dire, en oui, a on est mais en compliance, attendant on est... oui, peut-être, mais en attendant, il y a des emplois en France, il y a de la création de richesse Ok. en France, etc. Après, d'un point de vue fiscal, j'en sais rien, il y a peut-être des holdings Non, et mais en tout. fait, on parle pas du même sujet parce que là, en l'occurrence, Oui, c'est Romain et vrai. moi, on parlait plutôt des services. Mhm. Tezos et compagnie, en fait, ce sont des. Là, on est. Des associations. Ouais, on est vraiment sur de la gouvernance. Ouais. Et c'est vrai que en droit français, le droit français aujourd'hui tel qu'il est, c'est du code napoléonien, hein. Non, mais concrètement, la partie sur le droit des sociétés,
il y a 2 grosses lois, on va dire. La première, c'est le code de Napoléon et la seconde, c'est une loi qui date de 65. Top, c'est mis à jour. Donc non mais voilà, après il y a eu des petites mises à jour. Mais Évidemment. concrètement, c'est un système qui reste encore très, qui est un peu vieillissant. Donc il n'est pas forcément, calibré pour cette gouvernance décentralisée que du coup ces fondations Ouais. adorent. Donc il y a aussi, le départ en Suisse, hors de France en tout cas, est aussi justifié par ça. Mmh. C'est pas nécessairement corrélé du coup avec ce dont nous on parle, c'est-à-dire cette régulation sur en fait le point d'entrée entre les consommateurs, utilisateurs et la blockchain et les cryptoactifs, qui peuvent soit passer par des échanges décentralisés, donc là, comme disait Romain, responsabilité de chacun, on peut pas tout avoir. Soit par des échanges centralisés, mais dans ces cas-là, en fait, le but justement de cette régulation dont on parle, c'est, de réguler ces points d'entrée. Mmh. C'est-à-dire qu'on soit vraiment certain, un, que les fonds que l'investisseur investit soient bien traçables et qu'on puisse surtout tracer la provenance des fonds. C'est pour des problématiques de fraude fiscale, mais aussi de blanchiment De d'argent et de blanchiment financement du Ouais, terrorisme. Il faut quand même pas l'oublier, ça. c'est vrai. C'est-à-dire que c'est pas juste pour vous emmerder, en fait, concrètement. C'est aussi pour de la fraude fiscale, mais c'est aussi pour éviter notamment le financement du terrorisme. Et il y a aussi le fait, ça c'est le second point, qu'on veut protéger les investisseurs fragiles, bah, les mineurs, ceux qui sont pas forcément conscients de ce que la technologie implique et des Ça, tant risques pis qui pour sont eux. derrière. Si t'es pas conscient, tu vas pas, quoi. Ouais, mais après, on est aujourd'hui dans un système juridique qui est quand même extrêmement, peut-être un peu trop, protecteur Et ouais, moi, vis-à-vis de Mais l'utilisateur moi, je suis d'accord avec vulnérable. Marina. Il y a 3 ans, qui aurait dit que FTX allait faire faillite? Mmh. Mm. ouais, mais après, tu veux vraiment protéger le consommateur. Ouais, tu l'interdis de fumer, tu l'interdis de boire de l'alcool, tu l'obliges à faire du sport. Voilà, ça va plus vite. Non, et puis finalement, je crois qu'on en parlera tout à l'heure avec les statistiques, les gens, ils recherchent quand même le risque. J'ai dit, il n'y a Ouais. pas d'exchange. Oui, il y a des exchanges, il y a CoinHouse, il y a Descoin, il y a Premium, mais ça reste très limité en termes Service. de diversité, ouais, de services. Déjà, on peut pas faire du levier, on peut pas faire des choses sur la DeFi, du stacking, etc. Il y a très peu de crypto, alors que les gens, eux, ils veulent du risque, ils veulent la dernière crypto, ils vont aller sur KuCoin parce que c'est listé rapidement, ils vont aller sur Binance parce qu'on peut faire des leviers. D'ailleurs, on peut plus faire de leviers. D'ailleurs, ça, quand Binance a dit on arrête de faire des leviers, donc des contrats futurs, il y a tout le monde qui s'est barré de Binance. Les Ouais, gens mais vont sur après, BitGet. alors, il y aura deux options. Soit on a une majorité des acteurs européens, là je parle pas que pour la France, qui vont partir d'Europe et qui vont s'installer ailleurs, mais ils risquent de perdre la confiance des clients. Soit il y a un moment, il y a les choses qui vont bouger parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que moi j'en ai accompagné des plateformes d'échange dans des procédures avec l'AMF. Il faut bien comprendre une chose, c'est que ces plateformes, quand elles veulent obtenir du coup l'autorisation d'exercer, elles doivent revoir tous leurs protocoles. Ouais. Les Mmh. régulateurs sont quand même relativement exigeants. Par exemple, il y a des personnes politiquement exposées qu'on doit surveiller, il y a des alertes qui doivent être mises en place, il y a des typologies d'opérations qui sont interdites, tout ce qui favorise l'anonymat, je pense par exemple à Monero, mais voilà, c'est tout ce type de Tout cryptoactifs, ça en on ne peut pas banni. les proposer. Donc en fait, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et les plateformes d'échange, elles sont dans l'obligation soit de supprimer certaines fonctionnalités qu'elles aimeraient proposer mais qu'elles ne peuvent pas parce que ça ne correspond pas en fait à la régulation, soit les adapter et demander du coup beaucoup plus d'informations à leurs utilisateurs. Mais les autres plateformes européennes, je sais pas, moi je pense par exemple à Bitpanda, mais Bitpanda n'est pas forcément un bon exemple puisque Bitpanda, Ils sont très compliant, ça va. oui, et puis en plus ils sont enregistrés en France. Ouais. Donc, mais d'autres plateformes européennes qui peuvent se monter, qui aujourd'hui sont par exemple en Estonie, en Chypre, des pays qui sont quand même, qui étaient jusque-là assez faiblards niveau régulation, Mmh. et ben en fait, eux, ils vont devoir tous se mettre en conformité parce qu'avec le règlement dont on vous parle, quand vous êtes, Mika, voilà, quand vous êtes sur le territoire de l'Union européenne, c'est pour tout le monde. eh ben, c'est pour tout Ah. le monde pareil. Donc il y a un moment, les acteurs français qui ont beaucoup souffert, c'est vrai, je le reconnais, je l'ai vu dans les dossiers, c'était clair. Et ben, ils vont en fait récupérer du coup les investissements, le temps Voilà. perdu sur ces dossiers par rapport à d'autres qui vont vraiment devoir repartir from scratch. Pour une fois, la France a une longueur d'avance. Vous voyez, je suis pas que French Mmh. bashing. J'avais une question tout à l'heure, on parlait hors antenne justement des entreprises qui allaient en Suisse et qui étaient des fondations.
donc décentralisé ou comme il y a une application des DAO. Et je te disais, du coup, là, on peut taper sur personne. En soi, il y a personne, c'est la DAO qui décide ce qui se passe, la DAO, c'est les utilisateurs, etc. Et tu as dit pour le moment. Du coup, je voulais revenir sur ça. Ah oui, bah, faut nuancer. Alors déjà, je vais pas parler pour les autres droits que le droit français, parce que je connais pas toutes les subtilités. Mais la gouvernance, la DAO, elle se met nécessairement sous une forme juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle peut pas exister en tant que telle, ne serait-ce que pour rapatrier les fonds. Mhm. Je sais pas, s'il y a des fonds qui sont issus de la DAO, si on veut faire des investissements, par exemple, je sais pas, la DAO veut acheter un immeuble. Il Mhm. faudra bien que ce soit quelqu'un qui achète l'immeuble. C'est pas la DAO qui va La acheter fondation. l'immeuble. Et- Ça peut être une forme, la fondation. Ou par exemple, si on veut rapatrier des revenus, il faut bien en justifier. Voilà. Donc, Ok. en soi, la DAO ne peut pas exister sans cadre. Là, c'est une fondation pour le coup. Ouais. Après, alors par exemple, en droit français, on a plusieurs possibilités pour structurer une DAO. Ça peut être une association, Mhm. ça peut être une société, ça peut être une indivision. Il n'y a aucune forme qui est parfaite. C'est pareil dans les autres pays, hein. Mais il peut y en avoir une en France où il n'y ait pas quelqu'un à la tête, personne sur qui taper en fait, et que ce soit la Ah bah collectivité. si elle est complètement illégale, oui, mais il y a un moment, à mon avis, elle va forcément être rattrapée par la réalité. Et moi, justement, j'en ai eu dans des dossiers, des fondations qui se sont montées un peu comme ça. Et puis, bah, à un moment, on leur a demandé un truc. Et là, elles se disent, bah ouais, mais en fait, on a fait signer des SAFT, enfin, des contrats de gré à gré. Du coup, pour lever des fonds auprès de gens. Puis, en fait, on ne sait pas quoi faire de ces fonds parce que concrètement, bah, on ne peut pas les sortir. Mm. Et on est bloqué. Et tout ça pour dire que, étant donné que la DAO doit nécessairement se structurer, il y a nécessairement une personne morale derrière, Mhm. que ce soit une indivision, c'est-à-dire des indiviseurs, un peu par exemple comme si on voulait acheter un immeuble en famille, Mhm. ou qu'on se structure sous forme de société, d'association, peu importe. Il y a toujours un responsable. Dans l'indivision, ça sera la totalité des indivisaires. Dans une société, ça sera le représentant. Dans Mhm. l'association, ça sera le président, puis éventuellement les membres en fonction de comment fonctionne l'association. Il y aura toujours un responsable. Faut pas croire que les DAO, c'est du complètement dérégulé. Ok. C'est C'était la simplement question. qu'aujourd'hui, c'est compliqué en France parce que la structuration n'est pas vraiment adaptée à Ah, ça. l'objectif et aux idéaux de la DAO. On a le Dernière temps question. pour un dernier sujet. Ouais. Le dernier sujet, c'était aussi sur la blockchain dans les entreprises. Donc, tu avais posé une question, non? D'ici 10 ans, toutes les boîtes utiliseront la blockchain. Ça, vous étiez assez d'accord, je crois. Non. Ah, moi, j'ai dit oui. Ouais, moi, j'ai dit non. Ok. Je sais pas, moi, le fleuriste en bas de chez moi, je vois pas comment il utiliserait une blockchain ou le XRP. boulanger. Pour, Bon, ça non. sera pas dans son core, ça sera pas dans son core business, Non, quoi. pour Voilà. Oui, mais voilà, ça sera pas authentifier. forcément Voilà, dans le oui, bon, business, mais moi je pense que ça va petit à petit être intégré dans notre quotidien. Voilà, Et ça c'est ça. intéresse de Sous plus quelle en plus de forme? secteurs Voilà, sous quelle d'activité. forme, voilà. Sous quelle forme est-ce que ça pourrait. Bah, son stock Oui, est voilà, sa référencé. comptabilité. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a un réel intérêt à passer les bases de données peuvent le faire, quoi. Vous, par exemple, dans le cabinet, à quel moment vous pourriez utiliser la blockchain? Ah, bah c'est une question très intéressante. Euh, Suivi de dossier. Non, là je vais pas parler d'un dossier, mais j'ai un ami qui a une boîte sur Toulouse et en fait il propose des solutions de conservation et d'horodatage pour les avocats et les notaires. Ok. Par exemple, si on a des documents très importants à conserver pour des clients, pas moi, ça peut être des archives de dossiers, ça peut être des documents qu'on peut faire signer, ça peut être des preuves, certains dossiers. Par exemple, je sais pas moi, j'ai un, j'ai un client qui veut prouver l'antériorité de ses droits d'auteur sur un manuscrit. Il me confie la tâche de conserver la preuve, plutôt que de passer par une enveloppe solo qui est un système un peu daté. Et ben, il va me confier du coup la tâche de conserver pour lui, attribution bien sûr, le manuscrit. Et du coup, moi, je pourrais le redater, prouver son antériorité. Si jamais un jour il y a quelqu'un qui pompe son idée, on pourra le démontrer. Donc en fait, ce sont des solutions. Et les notaires aussi sont beaucoup intéressés, même beaucoup plus que les avocats. Nous, on est assez forts là-dessus. Les notaires sont beaucoup intéressés par la blockchain parce que justement pour la traçabilité du processus, la promesse de vente, l'acte authentique, voire la signature électronique, même si ça c'est encore un autre sujet,
Et bah, du coup, ça permet de fluidifier l'ensemble. Ça permet, ça permet de résoudre certains problèmes pratiques qu'on peut avoir dans chacune de nos professions. Par exemple, les notaires, enfin, je sais pas si vous avez déjà été devant un notaire pour acheter un appartement ou une maison, mais alors la moitié du temps, leur truc, ça bug. Mmh. Au bout d'un moment, on lance la signature électronique et puis ça marche pas, ou alors ils cherchent des documents puis ils les retrouvent pas. Nous, c'est pareil. Nous, quand on communique, par exemple, avec les juridictions, on passe par un système de messagerie électronique. Ouais. Alors, c'est hyper mal foutu et c'est hyper lourd. On peut pas télécharger des pièces qui font plus de 10 mégas. Aujourd'hui, 10 mégas, c'est rien. Ouais, c'est que dalle. Voilà, c'est que C'est même pas dalle. une photo iPhone. Et tout ça, du coup, c'est très impactant. Et moi, je pense que la blockchain est un véritable outil pour nous, pour eux, parce que justement, ça permet enfin, ça permet d'automatiser, ça permet de rendre tout beaucoup plus rapide, ça permet aussi d'alléger le volume des données. Donc, en fait, on n'a que du plus. Moi, En moi, fait, je vais vous citer aussi quelques exemples, tiens, dans la banque. Moi, la blockchain, je pense que c'est effectivement, ça serait une avancée majeure. Quand vous achetez des gérants, des sociétés de gestion qui achètent des actions toute la journée, etc. Et si vous aviez tout sur blockchain, voilà, on aurait la traçabilité, le côté Immédiat. immédiat, Mm. vous économisez, vous gagnez en productivité parce que aujourd'hui, vous avez des gens au middle, back office qui font la réconciliation, qui vérifient, enfin voilà, et tout ça, ça disparaîtrait. Donc, ça serait une avancée. Je vais vous donner un deuxième exemple. On peut imaginer aussi de la tokenisation d'actifs financiers. On le fait, tout le monde, enfin la plupart des gens connaissent sur l'immobilier, mais on pourrait le faire aussi, je ne sais pas moi, sur des parts, sur du private equity, etc., sur des parts de société. Vous pourriez découper et tokeniser les actifs. Donc, Ça se fait déjà. voilà, Mmh. ça se fait déjà, oui. Ouais. Donc, non, la blockchain, c'est clairement, ça serait un pas majeur et ça serait, on parlait de l'IA tout à l'heure, hein, ça serait gagner en productivité et en efficacité. C'est Moi, ça. j'aime- Et pour tous les secteurs. moi, j'en ai même vu sur facture. C'est-à-dire que tu peux tokeniser une facture. Alors, il y a déjà un système qui fonctionne comme ça en France, où tu sais que ton client, dans un an, il va te donner 500 000 euros. Et entre-temps, tu peux demander l'avance. Ça s'appelle comment déjà ce système? Il y a des boîtes qui font ça. C'est-à-dire que tu fournis la facture et eux, ils vont t'avancer la trésorerie parce qu'il faut que tu payes et tout et que tu produises. La facturage ou le factor, enfin, il y a plein Ouais, de façons factor, de voilà. mobiliser C'est ça. voilà, Bah, les il y a des clients. gens, j'ai vu, c'est notamment Centrifuge, CFG qui font ça, où tu peux tokeniser une facture et les mecs, ils te donnent déjà le blé en avance et après, avec des intérêts, tu les rembourses, quoi. Donc, c'est vrai qu'on peut tokeniser un beau paquet de choses. Et justement, ça, c'est marrant parce que la facturage, c'est un vieux truc que nous, on Ouais. apprenait à la fac, mais qui n'était jamais utilisé. Jamais. Et moi, ce qui me fascine avec la blockchain, c'est que régulièrement, dans les dossiers qu'on suit, bah, en fait, je révise des vieux Mm. concepts, des trucs que j'avais vus à l'université et que je ne pouvais jamais ressortir. Par exemple, enfin bon, c'est un dossier dont je peux pas parler, mais pour justifier pour aider, moi je vais essayer de pas trop rentrer dans le dossier, hein, mais en gros, pour aider un client qui avait fait des mouvements de cryptoactifs et qui savait pas trop comment les qualifier, au cabinet, on s'est repenché sur, les res deredictae, les res nullus, le truc qu'on voit en première année de droit. Et en fait, je me disais: «Mais jamais, jamais, jamais dans ma carrière d'avocat, je l'utiliserai ce truc». Mm. Et en fait, systématiquement, étant donné que ça rebat les cartes, ça casse les codes, et ben, on est obligé comme ça de réfléchir à des nouveaux concepts, de se servir de ce qu'on connaissait déjà. Par exemple, pour des NFT, de la propriété intellectuelle, je me suis servi de vieux articles du code de la propriété intellectuelle sur les télégrammes, pour les Mm. transmissions électroniques. Enfin, moi j'adore, c'est Ah, on arrive génial. à aller rechercher des vieilles lois comme ça et à les appliquer aux Est-ce crypto qu'elles étaient assez NFT. larges pour encadrer ça potentiellement? Enfin, du coup, Mm. c'est les seuls même qui. Et du coup, ouais, puisqu'un Ouais, télégramme, c'est quoi si ce n'est une transcription unique. hein Tu vois, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. La crypto, le Web3 te permet de retrouver tes premiers amours que tu as connus quand tu avais 20 ans, etc. Et aussi de retrouver, je pense, philosophiquement, en fait, l'essence même
de la rationalité, du fonctionnement voilà, du monde, du fonctionnement économique. On assiste à certains égards à des déviances, à des côtés irrationnels sur le système économique et ça permet de retrouver de revenir sur des choses cartésiennes. 1 et 1 font 2 et 2 et 2 font 4. Notamment la régulation. C'est aussi à ça qu'elle sert. C'est quoi le res nihilus dont tu as parlé? Alors le res nihilus, c'est une chose qui appartient à tout le monde. C'est, l'océan, le sable et les Ok. restes derelictae, c'est ce qui a été abandonné, c'est-à-dire qui est sans propriétaire. Ok. Comme on trouve quelque chose dans la mer, ça nous appartient. C'est ça. Voilà, c'est ça. Par Et on contre, pourrait la mer qualifier ne t'appartiendra jamais, elle ouais, appartient à tout le monde. Mais c'est peut-être pas le cas de la de blockchain. la blockchain, Bah voilà. bien évidemment. Et moi, je voulais rebondir quand même sur les notaires parce que tu as dit oui, ils sont très intéressés. Ils sont très intéressés par la technologie ou ils ont plutôt peur parce que quand on parle de blockchain, c'est le premier métier qu'on va viser et qu'on dit bah ouais, on n'en a plus besoin. On n'a plus besoin de notaire, c'est-à-dire qu'un smart contract Alors, aujourd'hui, ça suffit à faire le non. boulot d'un notaire. Ouais, alors non, et j'ai envie de dire que ma profession aurait cette vision plutôt pessimiste, à savoir tout ce qui est legal tech, nouvelles technologies. Attention, il faut pas qu'on perde de vue que l'avocat reste un conseil, etc. Et que ce sera toujours mieux que l'intelligence Ouais, artificielle, bien les sûr. legal tech, la blockchain, blablabla. Autant les notaires, ils ont vraiment une approche très fonctionnelle et pragmatique, je trouve. Ils sont beaucoup plus en avance que nous, avocats, là-dessus. C'est-à-dire qu'ils la voient comme un outil au service de la profession, mais pas comme un concurrent, parce que de toute façon, ils utiliseraient la blockchain, par exemple, pour les signatures d'actes authentiques, c'est-à-dire l'acte qui concrètement fait de vous un propriétaire. Bah, malgré tout, il faut quand même passer par un tiers de confiance. Ouais, un C'est le smart contract. notaire. Donc en fait, le notaire ne disparaît pas. C'est juste en fait le moyen. Facilite. Voilà, ça facilite. L'intermédiaire. Voilà. Oui, mais aujourd'hui, je peux faire un smart contract Ouais, mais qui pour ça, transfère mon titre de propriété de ma maison et on est deux wallets à Et à ouais, mais signer une transaction sur un smart ça sera contract. pas valable aux dans yeux de l'État. beaucoup de pays. Ouais, parce qu'il n'y a En pas que fait, nous qui utilisons le système du notariat. si le gouvernement dit OK, on fait une blockchain de du cadastre ou du GPS avec des points, et que là, du coup, tu as des marrants, tu dis, bon, moi j'ai tel point GPS, tel point GPS, j'ai l'NFT qui le prouve et je te le vends à toi ou je sais pas quoi. Là, ouais, ils sont en danger. Mais Si jamais, tu as jamais le tokenisé, gouvernement fera ça, quoi. bah, si tu as tokenisé tous les actes de propriété, Ouais, tu peux le faire. Ouais, mais pour le scinder en deux, déjà. Imaginons que tu veux le scinder en deux. Et puis, il faut aussi avoir les compétences techniques. Est-ce que tes parents, ils sauraient faire ça? Bah, si c'est seamless, enfin. Ouais. Moi, je Alors, avant que les notaires disparaissent, on Ouais. disparaîtra tous. Ah ouais? La terre Ah ouais. disparaîtra avant les notaires. Voilà. Ouais. Ouais.